Dernier jour du mois de mars, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le camp de la circonscription de la gendarmerie nationale d'Antananarive a été rebaptisé Toubi, le général Richard Avalmanen. Ce lieu revêt d'une importance particulière dans la carrière du général retraité Richard Avalmanen, car c'est là qu'il a débuté sa carrière dans la gendarmerie. Miravoulat Feren, Andeniana Martina et Sej Indianab. À partir d'aujourd'hui, le camp de la CIRGN d'Antananarive, situé à Kadlalan, portera officiellement le nom de Toub Général Ravalmanen Richard. Cette décision a été prise par la gendarmerie nationale dans le but d'honorer, de leur vivant, les officiers ayant servi la nation avec dévouement. Jusqu'ici, seuls les officiers décédés avaient droit à cet honneur. Cette nouvelle démarche répond ainsi à une demande des officiers retraités qui souhaitaient maintenir leur attachement à l'institution tout en perpétuant leur mémoire. Cependant, certaines conditions ont été établies pour attribuer ces nominations. Parmi les camps renommés récemment, on trouve celui de la CIRGN de Touliar, qui porte désormais le nom du général Sambier Finjamaelson, et l'école de la gendarmerie nationale d'Amboust, rebaptisée en hommage au général Ndjamaefa et Mercelin. Le général Richard Avalmanen répondant à ces critères, la gendarmerie nationale a proposé que le camp de la CIRGN d'Antananarive portera son nom. Le général Richard Avalmanen a marqué l'histoire de la gendarmerie nationale malgache. Il est à l'origine de plusieurs initiatives importantes, notamment la commémoration annuelle du 11 février en hommage au colonel Richard Atimanjav et aux forces de l'ordre tombées pour la patrie, la création d'un centre d'accueil pour les orphelins des gendarmes décédés en mission à Rivunmam, l'instauration du 2 avril comme journée nationale de la gendarmerie malgache, la mise en place d'un système de reconnaissance pour les officiers ayant fait preuve de courage et de sacrifice pour la nation, avec des avantages élargis pour les blessés en service, l'introduction d'une cérémonie officielle d'adieu pour les gendarmes partant à la retraite. Le général Richard Avalmanen est ainsi reconnu comme une figure majeure de la gendarmerie nationale et du pays tout entier. Son dévouement et ses nombreuses actions lui valent aujourd'hui cet honneur. Au total, 21 ans de sa carrière ont été consacrés à ce camp, de son grade de sous-lieutenant à celui du lieutenant-colonel. Son nom y restera désormais gravé en reconnaissance de son engagement exemplaire au sein de la gendarmerie nationale. Et l'inauguration du Toubi général Richard Avalmanen à Kadlalan aujourd'hui coïncide avec une date marquante dans sa carrière, le 31 mars 1981, jour où il a entamé sa formation militaire en tant qu'officier au sein de la 13e promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe. 3 ans plus tard, le 31 mars 1984, il était officiellement diplômé en tant qu'officier. Ce camp, qui porte désormais son nom, représente ainsi une part importante dans son parcours, puisqu'il y a passé près de la moitié de sa carrière en tant que gendarme. Toujours un reportage de Miravoulat Feren, Andeniana Martina et Sej Indianab. À 66 ans, qu'il célébrera le 14 décembre prochain, le général de corps d'armée Avalmanen Richard peut se targuer d'avoir consacré près de 37 ans au service de la nation au sein de la gendarmerie nationale. Sur cette durée, 21 ans ont été passés au sein de la CIRGN Antananarive à Kadlalan. Son engagement lui a valu d'être blessé à 3 reprises dans l'exercice de ses fonctions. C'est surtout en tant que commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale d'Antananarive que le grand public a commencé à le connaître. Il s'est notamment illustré dans la gestion des émeutes, pillages et violences qui ont secoué la capitale lors de mouvements politiques. Il a également été en première ligne face aux tentatives de coup d'État, ce qui lui a valu d'être surnommé ironiquement Général Bombe par l'opposition, un sobriquet qui continue de lui être attribué par ses détracteurs, aussi bien au niveau national qu'international.
Malgré ces critiques, le général Ravalomanana Richard a adressé un message d'encouragement aux gendarmes en service, les exhortant à ne pas se laisser intimider par ces attaques psychologiques, motivées selon lui par des intérêts personnels. Il convient de rappeler que le général Ravalomanana Richard, aujourd'hui président du Sénat, a également assuré par le passé la fonction de chef d'État par intérim. À ce jour, seuls 2 officiers de la gendarmerie nationale ont occupé ce poste prestigieux, le colonel Richard Atimanjav et lui-même. Par ailleurs, il est le seul officier de la gendarmerie à avoir exercé en tant que président du Sénat dans l'histoire du pays. Et c'est aujourd'hui que l'Eid el-Fitr a été célébré par la communauté musulmane. Cela marque la fin du mois de Ramadan, un mois de jeûne et d'introspection. À cette occasion, la communauté musulmane de Madagascar a effectué un culte et un déjeuner collectif. Yves Janel. Après un mois de Ramadan, les musulmans ont célébré ce jour l'Eid el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du mois sacré de l'islam est célébrée en famille avec les proches par plus d'1 milliard de musulmans. Le but étant de mettre l'accent sur la fraternité, la réconciliation et le pardon. À cette occasion, les musulmans se rendent le matin à la mosquée pour une prière et une prêche marquant la fin du mois de Ramadan et l'entrée dans le mois suivant selon les explications. Durant le Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube au coucher de soleil. Le respect du calendrier lunaire est important pour les musulmans et a un impact sur la façon dont les gens vivent le Ramadan. Pour la communauté musulmane d'Antananarive, ce jour a été marqué par un culte et un déjeuner collectif au Palais des Sports de Mamassen. Dans un tout autre sujet, les déchets peuvent être exploités et transformés en matières premières commercialisables, constituant ainsi une source de revenus. C'est dans cette optique que 15 artisans de la région d'Atimanjefan ont bénéficié d'une formation spécialisée. Les déchets peuvent être recyclés et réutilisés dans l'artisanat. Par exemple, les bouteilles en plastique peuvent être transformées en objets de décoration. En plus de générer des revenus pour les artisans, le recyclage contribue également à la propreté de la ville. 15 artisans ont ainsi suivi cette formation spécifique à Touliar, une initiative menée en collaboration avec la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat de la région Atimanjefan. Selon les explications, cette initiative ne s'arrêtera pas là, d'autres artisans bénéficieront également d'un accompagnement dans le futur. En éducation, 30 écoles primaires verront le jour en 2025 grâce à un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Selon un rapport présenté en fin de semaine dernière, cette collaboration vise à améliorer la qualité de l'éducation en dotant les élèves, notamment dans les zones reculées, d'infrastructures adaptées et modernes. Indiana Martina, Sej Indianab. Ce partenariat a déjà permis de faciliter la réintégration des élèves déscolarisés et d'accueillir de nouveaux inscrits dans le système scolaire. Depuis plusieurs années, 207 écoles ont ainsi été construites conjointement par les 2 parties. Si certaines ont vu le jour à Antananarive et ses environs, la majorité d'entre elles ont été implantées dans les régions reculées, où l'accès à l'éducation reste un défi majeur. L'accès à des infrastructures scolaires de qualité constitue une étape clé dans l'amélioration continue du système éducatif, a précisé un responsable. Ce projet est un enjeu national mobilisant toutes les forces vives du pays pour garantir un développement durable. D'après le ministère de l'Éducation nationale, 127 écoles sont prévues pour être construites en 2025. Ce projet est déjà inscrit dans le budget national, confirmant ainsi la volonté des autorités d'intensifier les efforts pour offrir une éducation accessible à tous. Et puis l'éducation et l'intégration de la culture malagasy auprès des jeunes, en particulier des élèves, sont essentielles pour la revitalisation de cette tradition, a souligné aujourd'hui un professeur de malagasy du lycée Analamainti. Après 2 années de célébration en demi-teinte, le nouvel an malagasy a retrouvé toute son ampleur à Madagascar.
Cette fête fait partie du patrimoine du pays. Pour assurer sa transmission aux générations futures, ce lycée public d'Analamaints l'a intégré dans son programme scolaire en collaboration avec l'UNESCO. Andiniana Martina, Sej Anjanab. Plus de 980 élèves ont présenté les us et coutumes ainsi que les tenues traditionnelles des 18 ethnies de Madagascar lors de la célébration du Nouvel An Malagasy Fidiuvan 2025 aujourd'hui au lycée Analamaints. Selon les explications, cette célébration annuelle organisée par l'établissement vise à raviver la culture et l'identité malgache. Comme le Nouvel An tombait un dimanche, la célébration officielle entre les enseignants et les élèves a eu lieu aujourd'hui, marquant ainsi un moment de cohésion autour de cette tradition. Le Nouvel An Malagasy est une richesse nationale et un levier pour le développement culturel. La Commission nationale malgache pour l'UNESCO en fait une priorité et a tenu à manifester son engagement aujourd'hui auprès des élèves. Le secrétaire général de la Commission a réaffirmé que l'éducation est le socle de la revitalisation de cette tradition. Au cours de cette célébration au lycée Analamaints, les traditions associées à cette fête ont été mises en avant, notamment le Zaraas et le Nufkenam Tapiavanan, symbole de partage et de solidarité. Dans la page culturelle, le secteur du cinéma malgache crée aujourd'hui de nombreux emplois et peut devenir un levier de développement. La promotion du cinéma malgache se poursuivra, a affirmé la ministre de la Culture et de la Communication lors de la cérémonie de clôture du Madagascar Film Festival ISSM Awards 2024. Les détails. 40 œuvres malgaches, réparties en 6 catégories, ont été en lice lors de la première édition du festival ISSM Awards. Tous les films malgaches marquants depuis les années 2000 y étaient représentés. Selon le directeur général de l'ISSM, cet événement revêt une grande importance car il témoigne de la solidarité entre tous les acteurs du secteur cinématographique. Hier, la remise des trophées aux lauréats de chaque catégorie s'est tenue à la Vourianoussi. La ministre de la Communication et de la Culture, Maradona Vulamrinti, a déclaré que la promotion du cinéma malgache se poursuivra, car ce secteur génère de nombreux emplois et contribue au développement du pays. Elle a également souligné que le cinéma constitue un moyen de transmission des valeurs culturelles malgaches et un vecteur de message. À noter que plusieurs productions malgaches ont déjà atteint la scène internationale. Parmi elles, le film Disco Africa, réalisé par Irzurabar, actuellement très populaire. Dans les actualités internationales, la junte birmane a décrété ce jour une semaine de deuil national après le puissant séisme qui a tué vendredi plus de 1700 personnes dans le pays, où l'espoir de retrouver des survivants dans les décombres se réduit d'heure en heure. France 24. 5 heures de travail acharné dans les décombres et la poussière. Et tout à coup, le soulagement. Cette femme est sortie vivante des décombres d'un hôtel de Mandalay, plus de 60 heures après le séisme dévastateur. Depuis leur arrivée ce dimanche, les équipes de secours ici chinoises sont lancées dans une véritable course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants malgré de fréquentes répliques. Équipés d'appareils de détection de vie dernier cri, leurs recherches sont ciblées et précises. Une technologie qui leur permet d'opérer un deuxième sauvetage quelques heures plus tard dans cette résidence autrefois haute de 11 étages. Un enfant est extrait des décombres au petit matin. Un miracle alors que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Cette femme enceinte et amputée d'une jambe pour être secourue n'a finalement pas survécu à ses blessures. Les blessés, eux, s'entassent dans des hôpitaux de fortune, à l'air libre, par crainte d'une énième réplique. Ils attendent l'aide médicale envoyée par des dizaines d'ONG qui craignent qu'à la catastrophe environnementale ne suive une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Le président américain Donald Trump s'est dit très énervé et furieux contre son homologue russe Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien et a menacé d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe, selon une interview accordée hier à la chaîne NBC. France 24.
Donald Trump commence-t-il à perdre patience? Dans une interview accordée dimanche à la chaîne NBC, le président américain change de ton avec la Russie. J'étais furieux, très énervé. Si la Russie et moi ne sommes pas capables de parvenir à un accord pour mettre un terme au bain de sang en Ukraine, et je pense que c'est de la faute de la Russie, j'imposerai des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort du pays. La raison de cette colère, les commentaires de Vladimir Poutine sur la création d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU, afin d'évincer Volodymyr Zelensky et d'éviter toute négociation avec lui. Une idée qui ne passe pas pour le milliardaire, qui a toutefois modéré ses propos quelques heures plus tard. J'étais déçu d'une certaine manière. Il considère que Zelensky n'est pas crédible, mais il doit conclure un accord avec lui, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Donc je n'étais pas content. Je ne veux certainement pas imposer de nouvelles taxes à la Russie, mais si c'était le cas, ce ne serait vraiment pas bon pour eux. Ces droits de douane supplémentaires de 25% pourraient intervenir à n'importe quel moment selon le président américain, qui prévoit de parler à Vladimir Poutine cette semaine. Agacé et menaçant, Donald Trump n'oublie pas de critiquer aussi son homologue ukrainien. Je vois que Zelensky essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares. Et s'il le fait, il aura des problèmes. De gros problèmes. Il veut devenir membre de l'OTAN, mais il sait qu'il ne le sera jamais. Des coups de pression qui interviennent alors que l'administration américaine souhaite une fin rapide de la guerre. Les pourparlers indirects avec des responsables russes et ukrainiens n'ont pour l'instant abouti à aucune avancée majeure. Pour terminer, le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce jour Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate et une peine d'emprisonnement de 4 ans dans 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, ce qui signifie qu'elle n'ira pas en prison. France 24. Marine Le Pen quitte la salle d'audience sans un mot, avant même que la durée de sa peine ne soit précisée. Elle vient alors d'entendre ce qu'elle redoutait le plus, sa condamnation à l'inéligibilité avec exécution provisoire pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Le pire scénario pour la présidente du RN qui a aussitôt rejoint son équipe au siège du Rassemblement national. Aucun mot non plus à son arrivée au tribunal ce matin. À l'intérieur, des dizaines de caméras françaises et étrangères venues scruter les responsables du Front National, visage fermé. Seul Louis Alliot, ex-eurodéputé, laisse échapper un commentaire. On verra. Vous êtes inquiet? C'est un peu comme la loterie nationale, on ne sait jamais avant. Mais pour les juges, la décision n'a rien d'hasardeuse. Longuement, le tribunal aura expliqué sa décision, exposé les faits reprochés, démontré la responsabilité de Marine Le Pen, tenue informée des détournements et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Même en cas de procédure en appel, Marine Le Pen, qui reste députée, ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Une décision parfaitement normale aux yeux du camp présidentiel et de la gauche. Est-ce qu'au nom du fait que quelqu'un doit être candidat et candidat, la loi ne s'applique pas de la même façon que pour tous les citoyens à cette personne? Je veux dire, ce serait encore plus problématique d'un point de vue démocratique. La justice est là, elle s'exprime et c'est à nous de la respecter et d'autant plus en tant que politique. Marine Le Pen inéligible, c'est donc Jordan Bardella qui apparaît désormais comme le candidat naturel du parti d'extrême droite. Parmi les autres élus condamnés, Louis Alliot se voit prononcer 3 ans d'inéligibilité mais sans exécution provisoire. S'il fait appel, il pourra donc rester maire de la ville de Perpignan. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après une émission spéciale concernant la gendarmerie, suivie de la série Squid Game. Au revoir et bonne soirée sur Viva.